La douce lumière du matin filtrait à travers les fenêtres de la classe de Jérôme, remplissant la pièce d'une lueur chaleureuse. Il se tenait devant une classe de jeunes étudiants, tous âgés de 12 à 14 ans, assis à leurs pupitres disposés en demi-cercle. L'énergie dans la salle était palpable, un mélange de curiosité et d'enthousiasme. Jérôme, un enseignant noir de 35 ans, avait une passion contagieuse pour l'éducation, notamment en matière de diversité culturelle. Le sourire aux lèvres, il commença le cours. Bonjour la classe. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la diversité dans notre société, a-t-il déclaré en faisant des gestes avec ses mains tout en parlant. La diversité n'est pas seulement une caractéristique, mais l'essence qui nous rend uniques et forts. Les étudiants le regardaient attentivement, certains les mains levées, prêts à participer. Parmi eux se trouvait Clara, une fille aux cheveux bouclés et aux yeux curieux. « Professeur Jérôme, pouvez-vous nous parler de votre propre culture ?» demanda-t-elle, sa voix pleine d'innocence. Jérôme sourit, réchauffé par la question. « Bien sûr, Clara. Je suis né dans une famille d'immigrés martiniquais. Ma mère m'a toujours appris à valoriser nos racines et à respecter toutes les cultures. Je crois que chacun de nous a une histoire qui mérite d'être entendue. » Les étudiants ont murmuré leur approbation et il a continué à parler de la richesse des différentes cultures du monde, en utilisant des exemples de musique, d'art et de tradition. Il a raconté des histoires illustrant comment la diversité pouvait rapprocher les gens, et la salle s'est rapidement remplie de rires et de discussions animées. La cloche de l'école a sonné, annonçant la fin des cours. Les élèves commencèrent à se lever, mais Jérôme demanda un instant. « Avant de partir, je veux que vous reteniez un message, ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'empathie. La compréhension entre les cultures est fondamentale pour construire un monde meilleur. » Au départ des élèves, Jérôme se sent accompli. Il aimait enseigner, mais plus que cela, il croyait que l'éducation était un outil essentiel pour combattre les préjugés et promouvoir l'égalité. Il ramassa quelques papiers sur la table et, regardant par la fenêtre, aperçut Amélie, sa petite amie, qui l'attendait dehors. Son cœur fut rempli de joie quand il la vit. « Salut, mon amour. Comment s'est passé le cours ?» demanda Amélie, son sourire égayant la journée de Jérôme. « C'était génial. Ils étaient vraiment intéressés par le thème de la diversité. J'ai l'impression de faire une différence, a-t-il répondu alors qu'ils marchaient ensemble vers la sortie de l'école. Amélie, une femme aux cheveux bruns et aux yeux expressifs, l'a toujours soutenu dans sa mission éducative. « Tu fais toujours la différence, Jérôme. C'est pourquoi je t'admire tant. » Ils quittèrent l'école et se promenèrent dans les rues de Paris, la ville vibrant autour d'eux. C'était une journée ensoleillée et les gens se pressaient, mais Jérôme se sentait léger, comme si le poids du monde était loin de lui à ce moment-là. Ils évoquaient leurs projets pour le week-end, rêvant d'une escapade à la campagne, loin de l'agitation de la ville. Cependant, alors qu'ils marchaient, l'atmosphère paisible fut brusquement interrompue par une sonnerie aiguë sur le téléphone portable de Jérôme. Il regarda l'écran et vit qu'il s'agissait d'un appel de son ami Malik. Un sentiment de malaise l'envahit. « Désolé, je dois répondre à ça, » dit-il à Amélie en répondant à l'appel. « Bonjour Malik. Que s'est-il passé ?» La voix de Malik était tendue à l'autre bout du fil. « Jérôme, as-tu entendu parler du crime survenu hier soir au coin de la rue de la République ?» demanda Malik, l'inquiétude évidente dans son ton. Jérôme fronça les sourcils. « Non, que s'est-il passé ? Un homme a été brutalement agressé. La police enquête et j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles elle recherche un suspect qui correspond à la description de « Eh bien, vous », a déclaré Malik, hésitant. Jérôme sentit son cœur s'accélérer. « Quoi ? C'est fou ? J'étais à l'école tard hier. Je n'ai rien à voir avec ça. Je sais, mais vous savez comment ça marche. Ils sont prêts à tout pour clôturer l'affaire rapidement. Soyez prudent, mon ami, a conseillé Malik. » Méfiant, Jérôme raccroche, le sentiment de malaise grandissant dans sa poitrine. Il essaya de se débarrasser de son inquiétude, mais l'ombre de la possibilité d'être accusé le dérangeait. Malik a dit qu'il y avait un crime violent, commande-t-il en se tournant vers Amélie qui le regarde avec inquiétude. « Est-ce que ça va ? Que s'est-il passé ?» demanda Amélie en remarquant le changement de son ton. Malik a dit qu'un homme a été attaqué près de l'endroit où nous passons habituellement. Et il semblerait que la police recherche un suspect. Cela ne peut pas être lié à moi, n'est-ce pas ? Il secoua la tête, essayant d'écarter cette idée.
Jérôme, tu n'as rien à craindre. Tu es un professeur respecté, tout le monde sait que tu es innocent, lui dit Amélie pour tenter de le calmer. Je sais, mais la réalité est que le système n'est pas équitable. Que se passera-t-il s'il décide de me faire payer juste à cause de la couleur de ma peau? Il s'arrêta, sentant le poids des mots. Ça n'arrivera pas, rentrons à la maison et tu me raconteras tout ce que Malik a dit, répondit Amélie en lui prenant la main et en la serrant doucement. Cependant, ce qui était censé être un retour paisible au pays s'est transformé en cauchemar. Alors qu'ils approchaient de l'appartement, Jérôme aperçut une voiture de police garée devant l'immeuble. Une sensation de papillon l'envahit et il échangea un regard nerveux avec Amélie. Jérôme, ça ne peut pas être grave. Entrons, dit Amélie, mais le malaise dans sa voix était indéniable. Alors qu'ils approchaient, 2 policiers sont sortis de la voiture et se sont approchés d'eux. Monsieur Jérôme, nous devons vous parler, a déclaré l'un des agents, d'un ton sévère. À propos de quoi? Demanda Jérôme, le cœur battant. Nous enquêtons sur un crime récent et nous avons besoin que vous veniez avec nous pour apporter des éclaircissements, a déclaré l'autre officier en s'approchant. Mais je n'ai rien fait. Je suis enseignant, je n'ai rien à voir avec ça. Protesta Jérôme, la voix tremblante de nervosité et d'indignation. S'il vous plaît, nous ne pouvons pas discuter de ça ici. Vous devez venir avec nous, dit le premier policier, plaçant déjà les mains de Jérôme derrière son dos. Amélie, horrifiée, tente d'intervenir. Attendez. C'est une erreur. Il n'a rien à voir avec ça. Sa voix était forte, mais la police était imperturbable. Jérôme sentit les menottes froides sur ses poignets et la réalité de sa situation commença à lui pénétrer. Vous ne pouvez pas faire ça. Je ne suis pas un criminel. Il a crié, mais ses paroles n'ont pas été entendues. Alors qu'il était emmené, un tourbillon de pensées lui traversa l'esprit. Comment cela s'est-il passé? Il regarda Amélie, qui avait les larmes aux yeux, et éprouva un désespoir immense. L'injustice l'entourait comme un nuage sombre, et il ne savait pas comment il allait s'en sortir. La dernière image qu'il eut avant de monter dans la voiture fut le regard d'Amélie, plein d'inquiétude et de perplexité. Il s'est retrouvé piégé dans un labyrinthe de confusion et de peur, ignorant que ce n'était que la première étape d'un combat qui allait changer sa vie pour toujours. La cour était un espace imposant et austère, ses murs de marbre reflétant la lumière artificielle des lustres suspendus au plafond. L'air était épais, chargé de tension et d'attente. Jérôme était assis dans le fauteuil de la défense, le cœur battant la chamade et l'esprit bouillonnant d'incertitude. Il portait un costume sombre qui ressemblait plus à un uniforme de combat qu'à des vêtements confortables. Ses yeux parcouraient rapidement l'espace, observant les journalistes qui remplissaient la salle, tous prêts à enregistrer chaque mouvement, chaque expression. Les murmures des gens autour de lui semblaient lointains. Il était isolé dans sa propre bulle d'anxiété alors que l'accusation se préparait à présenter ses arguments. Le premier témoin, un policier, a commencé à parler, utilisant un langage qui semblait fondé sur des stéréotypes. Il décrit Jérôme comme quelqu'un qui appartenait à la pègre, quelqu'un qui ne s'intégrait pas dans la société. Les mots semblaient se transformer en lames tranchantes, transperçant sa dignité. Il se trouvait dans une zone connue pour ses activités criminelles. Ce n'est pas étonnant qu'on y retrouve un homme comme lui, dit le policier en regardant directement Jérôme, comme s'il voulait lui faire sentir le poids de chaque mot. Jérôme recula sur sa chaise. Il savait que ses étudiants, ses amis et sa famille regardaient quelque part, et l'idée qu'ils écoutaient ses mensonges lui donnait envie de se cacher. La vérité était qu'il n'était venu dans cette région que pour aider un ami qui y vivait, un acte de compassion qui s'est maintenant transformé en une atteinte à son intégrité. La procureure, une femme aux cheveux courts et à l'expression ferme, s'est levée et a commencé à interroger le policier. « Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur dans l'identification de l'accusé, monsieur ? Il n'était peut-être pas le seul homme noir dans le quartier cette nuit-là. » « Non. Je n'ai aucun doute. » La description correspond parfaitement, a répondu le policier, avec une confiance qui n'a fait qu'augmenter le niveau de tension dans la salle d'audience. « Donc selon vous, la couleur de la peau suffit à déterminer la culpabilité d'une personne ? » La voix de la procureure était aiguë et elle semblait vouloir démasquer la superficialité du raisonnement du policier. Mais Jérôme sentait que ce combat était inégal. C'était un homme noir dans une salle d'audience où les perceptions raciales pesaient plus lourd que la vérité. Le silence dans la pièce était palpable, à l'exception des battements nerveux du cœur de Jérôme qui résonnaient dans ses oreilles.
Il voulait que sa défense soit aussi solide que les accusations portées contre lui. Amélie, sa petite amie, était dans le public et il sentait son regard pénétrant, plein d'amour et d'inquiétude, mais aussi d'impuissance. Il ne voulait pas qu'elle voie sa fragilité, mais il était difficile de maintenir sa posture face à tant d'injustice. Le témoin suivant était une femme qui vivait à proximité de la scène du crime. Elle se releva avec un air de peur sur le visage. « J'ai vu un homme courir. Je ne sais pas si c'était lui, mais... » commença-t-elle avec hésitation. « Mais que sais-tu de lui ?» l'interrompit le procureur en insistant. « Vous le connaissez? Êtes-vous sûr que c'était lui ?» La femme secoua la tête, mais ne parvint pas à formuler une réponse claire. Son regard se déplaça et Jérôme ressentit une vague de désespoir. Il s'est rendu compte que pour beaucoup d'entre eux, son innocence n'avait pas d'importance, ce qui comptait, c'était le récit qu'il voulait perpétuer. L'audience se poursuit et chaque nouveau témoin semble renforcer le récit selon lequel Jérôme doit être coupable. Le poids des paroles et des accusations était presque insupportable. Il avait envie de crier, de protester, mais il ne pouvait que se taire, étouffer son indignation. Après des heures de témoignage, la séance s'est terminée, et Jérôme a eu un moment pour souffler. Il se releva, sentant ses muscles se tendre, et chercha le regard d'Amélie dans la foule. Lorsque leurs regards se croisèrent, elle offrit un sourire triste mais encourageant. En même temps, Élodie, sa mère, semblait être un roc de force, même si les larmes coulaient sur son visage. Elle avait toujours été sa défenseur, et maintenant, même ici, dans un environnement hostile, il ressentait le besoin de lui rendre la force qu'elle lui avait toujours offerte. « Est-ce que ça va, mon fils ?» demanda Élodie en s'approchant de lui dès que la séance fut interrompue. Sa voix était douce et pleine d'inquiétude. « J'essaie, maman. Mais c'est tellement difficile. Il ne voit pas qui je suis vraiment. Il ne voit que la couleur de ma peau, » a répondu Jérôme, la voix brisée. Il sentit la boule dans sa gorge se serrer, comme si les injustices du monde étaient concentrées là, à cet instant. « Vous vous en sortirez. Nous sommes avec vous, » dit Élodie en serrant Jérôme dans ses bras. Il ressentait la chaleur familière, mais une partie de lui se demandait si cela serait suffisant pour faire face à ce qui allait arriver. Amélie les rejoignit, et tous les trois formèrent un petit cercle de soutien. « Tu n'es pas seul, Jérôme. Nous nous battrons ensemble, » a-t-elle déclaré, la voix ferme, mais son regard trahissait la fragilité de la situation. Cette nuit-là, seul dans sa cellule froide, Jérôme se retrouve entouré par l'obscurité qui l'enveloppe. Les pensées couraient à la vitesse de la lumière. Il se souvenait de son enfance, des histoires que sa mère lui racontait sur les héros qui luttaient contre l'injustice. Comment a-t-il pu devenir l'un de ces héros alors que le système lui-même le traitait comme un méchant ? Pourquoi est-ce que ça m'arrive ? Marmonna-t-il en levant les yeux vers le plafond. Est-ce juste ma couleur ? Est-ce tout ce qui compte ? La frustration le consumait et il se sentait impuissant face à la cruelle réalité qui l'entourait. Le silence dans sa cellule était assourdissant. Il se leva et commença à faire les 100 pas, comme un lion en cage. L'injustice l'a plongé dans un abîme de doute et de peur. Cependant, au milieu de tout ce désespoir, une petite flamme de détermination commença à briller en lui. « Je ne peux pas laisser cela arriver. Je ne peux pas les laisser me définir, » pensa-t-il en serrant les poings. La voix de sa mère résonnait dans ses oreilles, ses mots de soutien lui donnant de la force. Il avait besoin de se battre. Pas seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui ont aussi été confrontés à la même discrimination, à la même injustice. Alors, au milieu de l'obscurité, Jérôme s'est fait une promesse, il lutterait de toutes ses forces pour la vérité, la justice et la dignité. Il refuserait d'être un simple spectateur de sa propre vie. La bataille ne faisait que commencer et il était déterminé à gagner. Jérôme était assis à une table au centre de la cellule, l'esprit rempli de pensées confuses et angoissantes. Le bruit des barres métalliques et l'écho lointain des voix des autres détenus se mêlaient à un bruit assourdissant, mais rien comparé à l'agitation qui régnait à l'intérieur. L'injustice à laquelle il était confronté était comme une ombre constante, obscurcissant toute lueur d'espoir qu'il aurait pu avoir. Il s'est battu non seulement pour sa liberté, mais aussi contre la déshumanisation qui accompagnait cette accusation. Le racisme institutionnel qui imprégnait le système judiciaire semblait avoir transformé sa vie en cauchemar, et il se sentait impuissant face à tout cela. C'est alors que la porte de la cellule s'est ouverte en grinçant. Pierre, le jeune avocat qui s'était proposé pour le défendre, entra avec une expression optimiste, quoique un peu appréhendée. «
Il portait un dossier rempli de documents, ses mains ajustant nerveusement les papiers alors qu'il s'approchait de Jérôme. « Jérôme, je sais que cette période peut paraître sombre, mais je suis là pour toi. Nous y parviendrons ensemble, » a déclaré Pierre d'une voix ferme mais encourageante. Il s'est assis en face de Jérôme, le regardant droit dans les yeux, essayant de lui transmettre sa confiance. « Comment peux-tu en être sûr ?» La voix de Jérôme tremblait légèrement, laissant transparaître sa frustration. L'accusation a déjà élaboré son discours. Ils ne se soucient pas de la vérité. Ils veulent juste quelqu'un à blâmer. Pierre inspira profondément, conscient du poids de la situation. « Je comprends, mais la vérité éclate toujours. J'étudie minutieusement votre cas. Je parle aux témoins et j'analyse toutes les preuves. J'ai déjà trouvé quelques incohérences dans les déclarations. Cela pourrait être crucial. » Les yeux de Jérôme pétillaient d'un petit espoir. « Des incohérences ? Que veux-tu dire par là ? » Un témoin qui se trouvait à proximité des lieux a mentionné un autre homme. Avant, elle ne voulait pas parler, mais j'essaie de la convaincre. De plus, j'examine les images de sécurité de la zone. Il y a peut-être quelque chose qui va nous aider, explique Pierre, son enthousiasme grandissant au fur et à mesure de ses paroles. Et je ne vais pas abandonner, Jérôme. Il ne s'agit pas seulement de vous, il s'agit de tous ceux qui ont déjà été traités injustement. Jérôme hocha lentement la tête, absorbant les paroles de Pierre. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la détermination de l'avocat, une énergie qui semblait pénétrer les parois froides de la cellule. « Croyez-vous vraiment que nous pouvons changer cela ? » « Oui, je le crois, » répondit Pierre, l'air ferme. « Le changement commence par la lutte. Et ce combat, Jérôme, commence avec toi. Vous devez croire que c'est possible. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. » Les deux hommes échangèrent un regard significatif, une connexion qui transcendait les circonstances. Malgré la situation désespérée, un fil d'espoir commençait à se tisser entre eux. La conversation s'est poursuivie et Jérôme a commencé à se sentir moins comme un prisonnier que comme un être humain doté d'une voix qui pouvait, d'une certaine manière, remettre en question le récit qui l'emprisonnait. Pierre a quitté la cellule, mais avant de fermer la porte, il s'est retourné et a dit « N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Je serai là pour tout ce dont tu as besoin. » Sur ce, Jérôme se tut à nouveau, réfléchissant à la détermination de Pierre. Il savait que la bataille ne faisait que commencer, mais maintenant il y avait une flamme, une lumière au bout du tunnel qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Les jours suivants, Pierre se consacre intensément à l'affaire. Il a passé des heures au tribunal, analysant des documents et parlant aux témoins. Chaque jour, l'avocat était de plus en plus déterminé à démasquer les failles du système qui avait conduit à l'emprisonnement injuste de Jérôme. Il était conscient que ce ne serait pas une tâche facile. Les autorités locales étaient réticentes à coopérer et semblaient plus soucieuses de dissimuler leurs propres erreurs que de rechercher la vérité. Un matin, Pierre décide de se rendre sur les lieux du crime. Il voulait comprendre ce qui s'était réellement passé et s'il y avait des preuves qui auraient pu être négligées. En entrant dans la rue où le crime s'est produit, il a remarqué l'atmosphère lourde et sombre qui planait dans l'air. La plupart des passants le regardaient avec méfiance. Pierre ressentait la pression d'un système qui protégeait les siens. Il s'est approché d'un groupe de personnes qui discutaient. « Excusez-moi, » dit-il, essayant de paraître amical. « Je suis avocat et j'enquête sur une affaire qui s'est produite ici. Pourriez-vous m'aider ?» Une femme à l'air nerveuse hésita, mais finit par accepter de parler. « J'ai vu quelque chose cette nuit-là, » dit-elle dans un murmure, regardant autour d'elle comme si elle avait peur d'être entendue. « Mais je ne veux pas avoir d'ennui. »« Je comprends, mais c'est important. » « La vie d'un homme en dépend, » répondit Pierre d'une voix douce. « Si vous pouvez me dire ce que vous avez vu, nous pourrons peut-être faire une différence. » La femme prit une profonde inspiration, les yeux remplis de peur et d'inquiétude. « J'ai vu un autre homme. Il était proche de l'endroit où tout s'était passé. Ce n'était pas Jérôme. Mais, ils ne me croiront pas. Ils ont déjà décidé. Vous ne pouvez pas en être sûr. Si vous parlez, je promets de faire tout ce que je peux pour vous protéger. Ce que vous avez vu pourrait tout changer, » a insisté Pierre, plus déterminé. La femme hésita, puis, d'un air déterminé, se mit à raconter ce dont elle avait été témoin. Tout en parlant, Pierre notait chaque mot, son esprit bourdonnant des possibilités qui se présentaient. Il savait que cette information pourrait être la clé de la défense de Jérôme.
L'enquête avance, mais Pierre se heurte également à la résistance des autorités locales qui semblent vouloir clore rapidement l'affaire. Il se retrouvait souvent face à des portes closes et à des regards suspicieux. Lors d'une des rencontres avec un policier, Pierre a remis en question le manque de preuves concrètes liant Jérôme au crime. « Vous ne comprenez pas ?» dit le policier, irrité. « Nous faisons juste notre travail. L'affaire a besoin d'une solution, et il est le suspect le plus facile. » « Et est-ce juste ? Qu'est-il arrivé à la vérité ?» s'exclama Pierre, sa frustration débordante. « Vous vous souciez plus de l'apparence que de l'équité. Faites attention à ce que vous dites, avocat. La vie peut être compliquée pour ceux qui posent trop de questions, a répondu l'officier d'une voix pleine d'avertissement. Pierre a quitté le commissariat, sentant la pression du système contre lui. Mais il n'était pas prêt à abandonner. Il savait que la vérité existait et il était déterminé à la découvrir, non seulement pour Jérôme, mais pour tous ceux qui avaient souffert de l'injustice. Il sentait qu'à chaque pas qu'il faisait, il se rapprochait de la solution, et cette détermination palpitait en lui comme une lueur d'espoir. Une nuit, alors que Pierre était dans son bureau en train de réviser des documents, son téléphone sonna. L'écran affichait un numéro inconnu, mais quelque chose dans son intuition le poussa à y répondre. « Bonjour. » dit-il, l'impatience grandissant. « Vous êtes proche de la vérité ?» murmura une voix à l'autre bout du fil. « J'ai quelque chose qui peut aider votre ami. Trouvez la vidéo de la caméra de sécurité. Vous devez voir ça. » Le cœur de Pierre manqua un battement. Il savait que cela pourrait être la pièce manquante. « Qui es-tu » a-t-il demandé, mais la ligne était déjà coupée. Avec une nouvelle vague de détermination, il se prépare à la suite de son enquête, conscient que ce qui va arriver pourrait tout changer. L'atmosphère dans la salle d'audience était électriquement tendue, comme si l'air était imprégné d'attente et d'appréhension. Pierre, le jeune avocat de Jérôme, se leva de son fauteuil, le cœur battant, pour s'apprêter à présenter ses conclusions. Il savait que c'était le moment décisif, le tournant qui pouvait changer le cours du procès et, par conséquent, la vie de son client. « Monsieur le juge, messieurs les jurés, je voudrais mettre en lumière une révélation qui change le récit de cette affaire, » a déclaré Pierre, sa voix résonnant avec une fermeté qui tentait de masquer l'anxiété qu'il ressentait. Il ajusta ses lunettes et regarda directement le box des jurés, les yeux brillants de détermination. « Après une enquête approfondie, j'ai découvert que la police était sous pression pour résoudre cette affaire rapidement et efficacement. Pour tenter de clore l'affaire, ils ont choisi Jérôme comme bouc émissaire, sans tenir compte de la véracité des faits. » Un murmure parcourut la pièce et les yeux se tournèrent vers Jérôme, assis raide, sa main tremblante tenant la table devant lui. Il regarda Pierre, ressentant à la fois un élan d'espoir et de peur. Le juge, un homme au visage sévère, fronça les sourcils mais fit signe à Pierre de continuer. « J'ai ici des preuves concrètes, » poursuit Pierre en sortant un dossier de documents de sa mallette. Une vidéo de sécurité qui n'a pas été prise en compte par la police, où l'on voit bien un autre homme, et non Jérôme, porter l'arme lors du crime. Cette vidéo contredit non seulement le récit de l'accusation, mais pointe également du doigt le véritable criminel. Il a projeté la vidéo sur l'écran et la pièce est devenue silencieuse. Les jurés se sont penchés en avant sur leur siège, essayant de capturer chaque détail de l'enregistrement. C'était un clip flou, mais il montrait visiblement un homme aux traits distincts, très différent de celui de Jérôme. Le public semblait absorber les nouvelles informations, et la tension qui dominait auparavant la salle commença à se dissiper, remplacée par un nouvel espoir. Comment un innocent peut-il être traité comme coupable, s'interroge Pierre, sa voix résonnant dans la salle d'audience. Comment la vie de quelqu'un peut-elle être détruite par un système qui préfère la commodité de la condamnation à la recherche de la vérité ? Il ne s'agit pas seulement de Jérôme, mais de l'intégrité de l'ensemble de notre système judiciaire. Le juge s'est arrêté et a regardé l'accusation, qui avait l'air perplexe et désorganisé, tandis que la défense se préparait à sa prochaine action. Pierre se tourna vers Jérôme qui le regardait avec un mélange d'inquiétude et de gratitude. Il avait l'impression qu'enfin quelqu'un se battait vraiment pour lui. L'atmosphère a continué à changer lorsqu'une femme visiblement nerveuse s'est levée du public. Son regard était fixé sur le juge, et elle hésita un instant avant de s'approcher de la barre des témoins. Il s'agit d'un témoin que Pierre avait contacté, mais qui avait d'abord hésité à se manifester par crainte de représailles. « Je veux parler », dit la femme, la voix tremblante mais déterminée. Le juge hocha la tête et elle prit une profonde inspiration avant de continuer. « J'étais là la nuit du crime.
J'ai vu ce qui s'est passé. Ce n'était pas Jérôme. J'ai vu un autre homme avec une arme à feu. Le murmure dans la pièce s'intensifiait et Pierre sentait l'adrénaline parcourir son corps. Il savait que ce témoignage pourrait être la clé de l'acquittement de Jérôme. La femme, désormais plus confiante, commença à décrire en détail les événements de la nuit fatidique, ses paroles résonnant comme un écho dans la pièce. Je marchais dans la rue lorsque j'ai entendu les coups de feu. J'ai regardé sur le côté et j'ai vu un homme, il n'était pas grand, il avait les cheveux clairs et il était habillé différemment. Ce n'était pas Jérôme, déclara-t-elle d'une voix désormais plus ferme. J'avais peur de parler, mais ce qui s'est passé était tellement injuste. Je ne pouvais pas laisser un innocent aller en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Les jurés restèrent silencieux, absorbant chaque mot. La tension dans la salle avait changé de camp, c'était désormais le parquet qui était visiblement nerveux. Pierre sourit à Jérôme, qui semblait à la fois choqué et soulagé. La possibilité de liberté commença à se matérialiser devant lui. « Mademoiselle, pouvez-vous décrire plus en détail cet homme que vous avez vu ?» demanda Pierre en s'approchant du témoin. « De quoi te souviens-tu de lui ?» Elle hocha la tête, passant nerveusement une main dans ses cheveux. Il avait un tatouage sur le bras, c'était quelque chose qui ressemblait à un dragon. Et son visage, je ne l'oublierai jamais. Il semblait agressif. Le juge prend des notes pendant que Pierre continue d'interroger la femme. « Avez-vous déjà vu cet homme ? Le reconnaîtriez-vous si vous le revoyiez ? » « Oui, je pense que oui, » répondit-elle, sa voix maintenant plus forte, comme si sa confiance avait grandi. Il était dans le coin à plusieurs reprises, mais je n'aurais jamais pensé qu'il était capable de quelque chose comme ça. L'accusation, désormais désespérée, s'est levée et a tenté de l'interrompre. « C'est de la pure spéculation. Sans preuve concrète, vos paroles ne valent rien, » a crié l'un des procureurs, mais le juge l'a rapidement interrompu. « Silence. Laissez le témoin parler, » a ordonné le juge d'une voix ferme. Il se tourna vers la femme. « Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur cet homme ? » « Je vais essayer, » s'exclama-t-elle, désormais clairement déterminée à aider. « J'ai une photo de lui sur mon téléphone portable. Je ne savais pas que ce serait important, mais j'ai pris une photo de lui dans le magasin quelques semaines avant le crime. Je peux le montrer. » La salle entière semblait en proie à une frénésie. Pierre était radieux, la tournure des événements l'a rendu confiant. Il se tourna vers Jérôme, qui avait désormais les larmes aux yeux, mêlées de soulagement et d'espoir. « C'est le moment qu'on attendait, » murmura Pierre, et Jérôme hocha la tête, le cœur battant dans sa poitrine. Le témoin a rapidement sorti son téléphone portable et, après quelques instants, a montré la photo au juge et aux jurés. L'homme sur l'image était visiblement différent de Jérôme, et la pièce était profondément silencieuse tandis que tout le monde traitait l'information. Jérôme sentit la pression dans sa poitrine commencer à se dissiper. Il regarda autour de lui et vit sa mère, Élodie, et Amélie, les yeux pleins de larmes mais maintenant avec une lueur d'espoir. Il savait que le combat n'était pas encore terminé, mais pour la première fois depuis le début, il avait l'impression que la vérité émergeait enfin. « Ce n'est qu'un fragment de vérité », poursuivit Pierre en se tournant vers le box des jurés. « Mais c'est une étape cruciale. L'injustice subie par Jérôme n'est pas un cas isolé. Nous devons lutter contre ce système qui favorise la discrimination et l'injustice. Il mérite non seulement d'être acquitté, mais aussi que sa voix soit entendue. Nous avons besoin de changement. » Le juge regarda Pierre avec une expression d'approbation, tandis que la salle était encore en train de traiter les nouvelles informations. L'atmosphère à la cour changeait rapidement. Ce qui était autrefois un espace de condamnation vibre désormais de possibilités de rédemption et de justice. Jérôme sentit une vague d'émotion parcourir son corps. Il ne se battait pas seulement pour lui-même, je me battais pour tous ceux qui avaient eux aussi été injustement accusés et réduits au silence. Il se releva lentement et, même si les paroles de Pierre résonnaient encore, il ressentit une détermination renouvelée. Il savait que la bataille n'était pas gagnée, mais la lutte pour la vérité commençait à porter ses fruits. Jérôme était assis sur l'un des fauteuils de la salle d'audience, ses paumes moites posées sur ses genoux. L'environnement était chargé de tension. Il pouvait sentir l'anxiété palpiter autour de lui, comme un écho de ses propres pensées. À côté de lui, Pierre observait attentivement le juge qui s'était retiré pour délibérer. Le temps semblait s'allonger, chaque seconde s'éternisant interminablement. Jérôme regardait sa famille, assise au premier rang, et se sentait enveloppé par un mélange d'espoir et de peur.
Sa mère, Élodie, tenait la main d'Amélie, qui tentait de garder son sang-froid, même si les larmes brillaient dans ses yeux. « Croyez-vous qu'ils trancheront en notre faveur ?» murmura Amélie, brisant le silence presque assourdissant. Jérôme pouvait entendre le malaise dans sa voix. « Je l'espère, » répondit-il, essayant de transmettre une confiance qu'il ne ressentait pas pleinement. « Mais même si ce n'est pas ce que nous espérons, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. » Pierre, qui était plus loin, se tourna vers eux, les yeux pleins de détermination. « Faites-moi confiance. Nous avons une bonne défense et le témoignage de la femme a été crucial. La vérité est de notre côté. » Le juge a quitté la salle et l'atmosphère est devenue encore plus lourde. Jérôme avait des papillons dans le ventre, se demandant si la justice prévaudrait réellement. Il savait que l'accusation injustifiée n'était pas seulement une question juridique, c'était une bataille contre des préjugés profondément enracinés, une lutte pour la dignité et l'intégrité. Le souvenir des paroles du témoin résonnait dans son esprit, comme un mantra d'espoir. « J'ai vu le vrai coupable », avait-elle déclaré. C'était un homme différent. Finalement, le juge revint et tout le monde dans la pièce se leva automatiquement, l'air chargé d'attente. Le silence était presque palpable alors qu'il prenait place sur le banc, regardant tout le monde avec une expression grave. Jérôme retenait son souffle, le cœur battant dans sa poitrine. Le tribunal s'est réuni pour délibérer sur le cas de Jérôme Ndiaye, accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, a commencé le juge, sa voix résonnant dans la salle. Après avoir examiné les preuves présentées, écouté les témoignages et pris en compte les circonstances entourant cette affaire, je suis parvenu à un verdict. À chaque mot prononcé par le juge, Jérôme sentait son corps se tendre. La pièce semblait tourner autour de lui. Il ne pouvait détourner le regard du juge, qui semblait mettre une éternité à arriver au point crucial. Compte tenu des preuves et des témoignages, je déclare l'accusé non coupable. Un cri de soulagement résonna dans la salle, suivi d'applaudissements qui explosèrent comme un feu d'artifice. Jérôme se figea un instant, incapable de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Sa mère était debout, les larmes coulant sur son visage, tandis qu'Amélie le serrait fort dans ses bras, tous deux se perdant dans un moment de pure joie. Pierre sourit, son expression pleine de satisfaction et de soulagement. « Je savais que tu pouvais le faire, Jérôme !» s'exclama Amélie en tenant son visage dans ses mains, le regardant dans les yeux avec un mélange d'amour et d'admiration. « Je ne sais pas comment te remercier, murmura-t-il, ayant l'impression de flotter. C'est un miracle. » Alors que les applaudissements se poursuivaient, Jérôme sentit une vague d'émotion l'envahir. Il regarda autour de lui et vit les visages de sa famille et de ses amis rayonnant de bonheur. Ce fut un moment de victoire non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient soutenu son combat. L'injustice qui a failli le détruire se transforme désormais en symbole de résistance et de force. Le juge, remarquant l'agitation dans la salle, a demandé le silence. Cette affaire ne concerne pas seulement un individu, mais un système qui doit être remis en question. Que cette décision nous rappelle que la vérité doit prévaloir. Les paroles du juge ont résonné dans l'esprit de Jérôme, lui donnant une nouvelle perspective sur le combat à venir. Même avec la victoire, il savait que les cicatrices de l'injustice resteraient et que son voyage était loin d'être terminé. Mais à ce moment-là, il a choisi de célébrer la liberté. La tête haute, Jérôme a quitté la salle d'audience, entouré de sa famille et de ses amis. Les lumières de Paris semblaient plus vibrantes ce jour-là, comme si la ville faisait la fête avec lui. Il inspira profondément, sentant l'air frais et l'odeur de la pluie qui commençait à tomber, comme si l'univers effaçait la douleur du passé. « Célébrons !» s'exclama Pierre avec enthousiasme. « Tu mérites une fête, Jérôme. Faisons-le bien. »« Oui. Allons-y. » Amélie accepta, attirant Jérôme plus près. « Tu es un héros. » Jérôme sourit, mais il y avait une part de lui qui ne parvenait pas à oublier ce qu'il avait vécu. L'héroïsme est un mot fort. Je veux juste que les gens comprennent que ce n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Nous devons continuer à nous battre. Tu as raison, dit Élodie d'une voix ferme. Mais aujourd'hui, célébrons votre liberté. Demain, nous pourrons penser au combat. En déambulant dans les rues de Paris, Jérôme avait l'impression de renaître. Il savait qu'il n'était pas seulement un homme innocent, il était désormais un symbole d'espoir pour de nombreuses personnes confrontées à des injustices similaires. Le poids de la discrimination et de l'injustice était toujours là, mais il était déterminé à l'utiliser comme carburant pour sa nouvelle mission. Un groupe de journalistes les entourait, et Jérôme, avec un sourire gêné,
se préparait à répondre à quelques questions. « Jérôme, comment te sens-tu maintenant que tu as été acquitté ?» a demandé un journaliste. « Soulagé, bien sûr, a-t-il répondu, mais aussi conscient qu'il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de tous ceux qui luttent encore contre les préjugés et la discrimination. Je veux utiliser ma voix pour aider les autres. » Les paroles de Jérôme ont résonné et, à ce moment-là, il a réalisé que son histoire avait le potentiel d'inspirer le changement. Il a dit au revoir aux journalistes et a rejoint sa famille et ses amis, se sentant plus fort que jamais. Ce soir-là, alors qu'il faisait la fête dans un petit restaurant, entouré de rire et de joie, Jérôme porte un toast. À la vérité, à la justice et à tous ceux qui luttent pour un monde meilleur. Les vers se rencontrèrent dans un tintement joyeux et Jérôme sentit que même si le chemin à parcourir était difficile, il ne serait pas seul. Il avait sa famille, ses amis et maintenant une nouvelle mission. Avec un cœur renouvelé et une détermination fervente, il était prêt à affronter tout ce qui allait suivre. Jérôme et Pierre se trouvaient dans une petite pièce austère, éclairée par une lumière fluorescente qui vacillait par intermittence, attendant la conférence de presse qui allait annoncer l'ouverture de l'enquête interne sur la police. L'ambiance était tendue et l'adrénaline coulait dans les veines de Jérôme, qui ressentait encore le poids du combat qu'il avait mené ces derniers mois. L'acquittement a été un soulagement, mais le combat est loin d'être terminé. Il savait que la vérité devait être révélée, non seulement pour laver son nom, mais aussi pour révéler les failles du système qui ont permis qu'une telle injustice se produise. « Tu crois qu'ils vont vraiment faire quelque chose ?» demanda Jérôme, le regard fixé sur la table, où leurs mains étaient nerveusement jointes. Pierre, qui semblait plus optimiste, a répondu « Je le pense. » La pression médiatique et le soutien du public sont évidents. Ils ne peuvent pas ignorer ce qui s'est passé. La porte s'est ouverte et un groupe de journalistes est entré, leurs appareils photo clignotant comme des étoiles filantes. La pièce se remplit rapidement de murmures, et Jérôme sentit son cœur s'accélérer. Il n'était pas là seulement pour se défendre, il était là pour montrer au monde que l'injustice n'était pas un problème isolé, mais une bataille collective. Lorsque le porte-parole de la police a commencé à parler, une vague d'anxiété a parcouru le corps de Jérôme. Il était impatient de savoir si les promesses de changement seraient tenues. Nous vous informons aujourd'hui qu'une enquête interne a été ouverte pour analyser le comportement des policiers impliqués dans l'affaire Jérôme Dupont. De nouveaux éléments de preuve sont apparus et nous nous engageons à faire éclater la vérité. La conférence de presse continue et Jérôme est attentif à chaque mot. Le porte-parole a poursuivi en expliquant comment l'enquête se concentrerait sur un officier en particulier, qui avait des antécédents de comportement douteux. Lorsque le nom du policier fut prononcé, Jérôme eut l'impression qu'un poids se soulevait. C'était un sentiment étrange, un mélange de soulagement et de colère. Le policier qui avait contribué à son arrestation avait des intentions personnelles, et celles-ci allaient désormais être révélées. Après la conférence de presse, Pierre s'est tourné vers Jérôme, les yeux brillants d'un mélange d'espoir et de détermination. Cela pourrait être le début de quelque chose de grand. Nous devons nous assurer que la vérité éclate et que les gens sachent que vous n'êtes pas un criminel. En même temps, au fond de son esprit, Jérôme savait que la vérité commençait tout juste à se dévoiler. Que pourrait-il ressortir d'autre de cette enquête ? Il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il pourrait y avoir davantage de personnes impliquées, davantage de secrets à découvrir. Quelques jours plus tard, alors qu'il se promenait dans les rues de Paris, Jérôme reçoit un appel téléphonique inattendu. C'était Pierre, avec une nouvelle choquante. « Jérôme, tu dois venir au bureau. Le policier qui faisait l'objet d'une enquête veut te parler. » Jérôme hésita. L'idée d'affronter l'homme qui avait ruiné sa vie le mettait mal à l'aise. « Que veut-il » demanda-t-il, la voix tendue. « Il veut t'avouer. Il sait que les choses sont sur le point de changer et on dirait qu'il se sent coupable, » a répondu Pierre. « Je le ferai. » « Mais ce ne sera pas facile, » dit Jérôme, sentant monter en lui la détermination. Au bureau, l'ambiance était chargée. Le policier, un homme d'âge moyen à l'expression fatiguée, était assis à table, la tête baissée. Lorsque Jérôme entra, le policier leva les yeux et Jérôme sentit un frisson lui parcourir le dos. L'homme qui avait bouleversé sa vie était là, vulnérable. « Jérôme » commença le policier, la voix tremblante. « Je ne sais pas par où commencer. J'ai fait une terrible erreur. » « Une terrible erreur ? Vous avez détruit ma vie. Vous m'avez accusé de quelque chose que je n'ai pas fait. » La colère de Jérôme explose et il ne parvient pas à contenir ses émotions. «
Vous ne pouvez pas simplement vous excuser et espérer que tout ira bien. Je sais, a répondu l'officier, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Mais tu ne comprends pas. Mon aversion pour toi n'était pas seulement à cause de ton passé, mais à cause de quelque chose qui m'est arrivé. J'ai perdu un ami dans une fusillade et il était noir. J'étais rongé par le chagrin et la colère. Je t'ai vu et je l'ai projeté sur lui. Ce n'était pas juste, et je le sais. Jérôme se taisait. L'homme devant lui n'était pas seulement un monstre, mais un être humain marqué par sa propre tragédie. Ce n'est pas une justification, a répondu Jérôme en essayant de rester calme. Vous ne pouvez pas projeter votre douleur sur les autres. Votre douleur ne vous donne pas le droit de me traiter comme vous l'avez fait. Je sais, a déclaré le policier, les yeux remplis de larmes. Je ne pouvais pas voir au-delà de ma propre douleur. Et maintenant, je veux faire ce qui est juste. Je veux que la vérité soit connue. Je veux que tu sois libre de toute accusation. Jérôme ressentait un mélange de compassion et de colère. Vous ne pouvez pas résoudre ce problème simplement par des aveux. Des vies sont en jeu. Je veux que vous fassiez face aux conséquences de vos actes. Le policier hocha la tête. J'accepte cela. Je coopérerai à l'enquête. J'ai besoin que vous sachiez qu'il n'a jamais été question de savoir si vous étiez coupable ou non. Il s'agissait plutôt de mon incapacité à gérer cette perte. Jérôme quitte la salle avec un tourbillon d'émotions. Il avait affronté son oppresseur, mais le combat n'était pas encore terminé. Cependant, en entendant les paroles du policier, il s'est rendu compte que l'empathie, même dans des situations difficiles, pouvait être une force puissante. Avec le soutien de Pierre, Jérôme a décidé de mettre son expérience à profit pour aider d'autres personnes confrontées à des injustices similaires. Il rejoint Pierre dans une nouvelle organisation qui lutte contre la discrimination raciale et cherche à réformer le système judiciaire. Il pensait que s'il avait pu aider une seule personne à éviter ce qu'il avait vécu, la douleur de sa propre expérience en aurait valu la peine. Lors d'un événement de lancement de la nouvelle organisation, Jérôme est monté sur scène, entouré d'une foule enthousiaste. Il regarda les visages familiers, ceux qu'il avait soutenus dans les moments les plus sombres de sa vie. D'une voix ferme, il commença à parler. Nous ne sommes pas ici uniquement pour lutter pour la justice. Nous sommes ici pour lutter pour la vérité. La vérité qui est souvent éclipsée par les préjugés et la douleur. La vérité qui nous unit, quelle que soit la couleur de notre peau ou l'histoire que nous portons. Nous devons nous rappeler que derrière chaque accusation se cache une vie, une histoire, une famille. En entendant les paroles de Jérôme, la foule s'est mise à applaudir et il a senti l'énergie palpiter autour de lui. Battons-nous pour un monde où les injustices ne sont plus acceptées. Un monde où nous pouvons nous regarder les uns les autres avec empathie et compassion. Ensemble, nous pouvons changer notre avenir. Pendant que Jérôme parlait, la caméra a effectué un zoom arrière, capturant la ville de Paris en arrière-plan, symbole d'un espoir renouvelé. Il savait que le combat était loin d'être terminé, mais il y avait désormais un objectif plus grand, une cause qui transcendait ses propres expériences. Et derrière ce combat, il y avait une communauté, une voix puissante qui résonnerait en faveur de la justice et de l'égalité.